Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, pour analyser ce qui s'est passé pendant cette semaine boursière. Avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash. N'oubliez pas, s'il vous plaît, en like. Je sais que probablement vous êtes en train de conduire, donc si c'est le cas, donc du coup, occupez-vous de votre sécurité avant tout. Mais si ce n'est pas votre cas, dans ce cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit like, parce que pour moi, c'est très important pour développer cette chaîne gratuite. Et je vous rappelle qu'il existe la chaîne Telegram où vous pouvez rejoindre nos discussions quotidienne et le site mindcash.fr où il y a mon blog et très bientôt il y aura beaucoup plus de contenu boursier, des nouveaux portefeuilles, de nouveaux screeners, etc. Ça c'est le futur de projet Mindcash, c'est le site mindcash.fr que je vous invite également à rejoindre. Cette semaine était intéressante mes amis, elle était très importante pour les tendances à venir, pour la tendance qui est en train de changer maintenant, peut-être elle a déjà changé. Parce que les chiffres de l'inflation ont été publiés. Je vais commencer cette vidéo de café de dimanche par l'analyse de ces statistiques majeures. Pourquoi elles sont majeures? Parce que c'est ça que regarde aujourd'hui le marché, c'est à ça que les bourses sont les plus sensibles. Et pourquoi elles sont les plus sensibles à l'inflation? Tout simplement parce que c'est le paramètre principal qui détermine la future politique de réserve fédérale, et pas que de la réserve fédérale, mais nous regardons les États-Unis parce que ce sont les États-Unis qui déterminent les tendances boursières sur tous les marchés développés. Donc les statistiques qui ont été publiées, attention, les CPI, Core Price Index, ont été publiées pour le juillet. Cela veut dire que c'est le mois où les prix de carburant restaient encore très très chers aux États-Unis, pas que aux États-Unis, comme vous le savez sans doute. Voilà, donc pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que déjà, dans les conditions des prix de carburant au maximum, les statistiques étaient meilleures que prévues pour l'inflation. Donc c'est vrai, quand on regarde les chiffres, ce n'est pas fou, l'inflation reste extrêmement élevée, mais la tendance qui est importante, parce que c'est la tendance qui faisait peur. Parce que quand on a vu la dernière fois à 9,1 l'inflation, tout le monde s'est dit « Ah non, c'est n'importe quoi, nous vivons le monde fou ». C'était un peu le cas d'ailleurs, soyons honnêtes. Mais maintenant, nous voyons que l'inflation est en train de diminuer, malgré, encore une fois, la période sur laquelle ces statistiques étaient prises, que les prix de carburant restaient extrêmement élevés. Donc même là, on est mieux que mois de juin. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire pourquoi les marchés étaient tellement euphoriques. Nous allons regarder encore l'analyse technique. Ils sont vraiment flambés le jour quand les publications ont été faites. Tout simplement parce que cela veut dire que cette même statistique pour le mois d'août sera beaucoup meilleure. Donc pour moi, je fais un pari que probablement nous allons voir un mois de déflation, donc la décroissance des prix, donc la baisse des prix. Voilà, donc parce que c'est vrai que le mois d'août, il y a déjà la baisse des prix de carburant à la station. Vraiment, je ne parle pas des prix de pétrole en général, bon évidemment c'est très corrélé, mais surtout les prix à la pompe. Tout simplement les prix à la consommation, les prix que tout le monde connaît quand vous faites le plein à la station de service. Voilà, donc on parle exactement de ces prix-là. Et donc, au mois d'août, ils ont diminué. Ça reste cher aussi. Moi, je trouve que c'est super pénible parce que moi, je prends souvent la voiture, je fais beaucoup d'autoroutes et je sais ce que c'est, je vois les chèques, c'est pénible. Je partage tout à fait votre avis. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Donc, il faut toujours pas partir d'un point positif, des points sur lesquels nous sommes d'accord. La tendance, elle est importante et c'est la tendance qui est en diminution de prix de carburant à la pompe. Donc ça, c'est très important. Le marché, il a déjà anticipé évidemment la baisse de l'inflation suite à la baisse du pétrole, mais visiblement, cette baisse de l'inflation va être encore meilleure qu'elle est déjà prévue pour le mois d'août. Voilà, donc c'est pour ça que cette statistique, elle était super importante parce que justement, elle couvrait la période où les prix de l'énergie restaient encore très chers. Et visiblement, même dans ces circonstances de loin pas optimales, nous voyons déjà l'amélioration des chiffres de l'inflation. Ensuite, le jour suivant, c'était le jeudi 11 août. Les autres statistiques qui ont été publiées, c'est PPI, c'est Producer Price Index, c'est aussi une autre statistique très fortement liée à l'inflation. Elle est ressortie aussi meilleure que prévu. Vous voyez, ici, on voit déjà la déflation.
Donc, je prends en pari, on va voir que pour le mois d'août, ce sera une déflation même sur les prix du CPI. Par contre, il y a une autre statistique qui a été publiée le même jour, c'est Initial Jobless Claims, grosso modo c'est le chômage aux États-Unis, et elle est ressortie meilleure que prévu. On pourrait se dire que, ah tiens, vu que l'inflation est mieux que prévu, chômage mieux que prévu, dans ce cas-là, la tendance doit être haussière. Mais paradoxalement, le marché a baissé le jeudi. Pourquoi elle a baissé? Parce que quand le chômage ressort mieux que prévu, cela veut dire que c'est un facteur plus inflationniste. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui travaillent. Et donc c'est un deuxième paramètre aujourd'hui pour la décision de la Réserve fédérale sur sa future politique des taux. Et donc sur cette statistique fonctionne le principe que moi j'appelle parfois le monde inversé, parce que quand les statistiques meilleures que prévues est publiées, finalement les marchés le prennent mal, les marchés ne sont pas contents. Voilà, maintenant nous avons compris les statistiques qui ont été publiées cette semaine, nous les avons décortiquées et nous pouvons regarder les tendances des marchés. Moi, je regarde traditionnellement S&P 500. Après, je sais que beaucoup parmi vous s'intéressent plutôt au CAC 40. Mais vous savez, je pense que c'est quand même légitime de regarder le marché américain parce que c'est lui qui détermine les tendances. La structure de CAC 40, elle est différente par rapport au S&P 500, donc l'indice de référence de la bourse de New York, parce que la composition évidemment de l'indice n'est pas la même. On a plus tendance de comparer peut-être le CAC 40 à Dow Jones, qui est un indice industrialisé, des valeurs plus industrielles, et donc là peut-être c'est plus comparable au CAC 40. Mais le benchmark général des marchés financiers, ça reste S&P 500 parce que ça inclut beaucoup plus de valeurs avec plus de profils des entreprises. Donc c'est pour ça que moi je préfère d'utiliser S&P 500 pour analyser la macro, parce que pour moi c'est tout simplement représentatif. Dow Jones c'est trop industriel, Nasdaq c'est trop techno, et S&P 500 c'est un meilleur équilibre pour comprendre la santé des marchés, parce qu'il y en a un petit peu de tout, et la diversification elle est quasiment parfaite, et cet indice est souvent vu comme la plus adaptée pour ce qu'on appelle l'investissement passif. Donc je vais parler rapidement de l'investissement passif pour ceux qui sont débutants, pour ceux qui sont en train de s'initier en bourse. En fait, il y a deux grosses manières d'investir, soit avec la gestion active, soit avec la gestion passive. La gestion active, c'est ce que moi je fais, grosso modo. Donc en gros, j'analyse les entreprises, je détermine une stratégie par rapport à l'entreprise et j'ai investi ou je n'investis pas. Ça, c'est une approche active parce que moi, je fais le travail intellectuel pour dénicher les opportunités. Ensuite, il y a une autre approche qui est purement passive. Donc, vous prenez un panier d'actions diversifiées, par exemple un fonds qui est indexé soit sur CAC 40, soit sur S&P 500, ce qui est encore mieux à mon avis, pour des raisons que je viens de vous expliquer. Et donc, vous investissez tout simplement tous les mois, après votre salaire, vous mettez genre un certain pourcentage d'argent sur ce fonds et vous ne vous posez pas les questions. S'il y a une crise, dans ce cas-là, ça baisse et vous avez un meilleur PRU. Et si ça commence à remonter, dans ce cas-là, vous commencez à moyenner, grosso modo, votre position pour, à terme, arriver à un certain objectif. Donc, vous n'allez jamais faire mieux que le marché avec cette approche passive, à moins que vous commencez à trader ce fonds, donc sortir ou rentrer régulièrement. Mais ça devient quelque part une gestion plutôt active, mais indicielle. Donc, mais ça fait partie de la gestion active, vous voyez. C'est un petit peu subtil parfois la différence. Mais vous n'allez pas, si vous investissez de manière passive, vous allez tout simplement suivre l'indice. Mais beaucoup d'études montrent que, on va dire, la personne moyenne, j'aime pas ce mot, mais bon, je n'ai pas d'autre expression qui vient sur l'esprit, c'est que vous pouvez obtenir les résultats meilleurs que beaucoup de gérants professionnels. Mais beaucoup de gérants professionnels aussi, n'oubliez pas qu'ils chargent les frais. Donc, si vous prenez en compte les frais, c'est là où ils ont du mal à battre les indices. Mais par contre, hors frais, en brut, quand même, beaucoup de gérants battent les indices, pour être honnête, parce que c'est quand même des professionnels et quand même, ils savent quand même ce qu'ils font, même si moi, je n'aime pas du tout cette gestion active faite par les pseudo-professionnels, parce que, bon, il y a pas mal de choses. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous voulez que je vous enregistre une vidéo globalement sur la gestion active, sur les fonds SICAV ou PCVM, ETF. Ça ne sera pas une vidéo sur quel ETF choisir, mais plus une vidéo, est-ce qu'il faut passer par les fonds pour investir en bourse. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous intéresse. Je vais vous parler objectivement, comme je sais toujours, même si je n'arrive pas toujours, mais je vais essayer.
je vais vous donner mon avis tout simplement. Pourquoi moi je pense qu'il est quand même finalement plus sécurisé d'investir dans les actions en direct plutôt que dans les fonds. Et d'ailleurs, c'est pour ça, sur mindthecash.fr, il y aura un gros lancement d'un nouveau projet sur mon site. Voilà, donc là, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo l'adresse du site si vous n'êtes pas encore inscrit. Je vais présenter justement un portefeuille qui sera adapté à la gestion tranquille. Ça s'appelle Tranquille Biche. Ça sera portefeuille Tranquille Biche. Voilà. Et tous les mois, je vais faire une sélection d'actions pour ceux qui veulent investir sans subir trop de volatilité. Donc en gros, un portefeuille extrêmement conservatif où on va mettre les valeurs à long terme qui sont calmes, on va dire. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, ça c'était une petite parenthèse de cette vidéo de Café Dimanche. Maintenant, nous allons revenir dans le dur du sujet. Donc ça fait des semaines et des semaines que je vous répète que le marché est en train de s'inverser. Et je suis désolé, je me félicite un tout petit peu, je me permets de le faire de temps en temps. C'est que moi, j'ai commencé de vous dire qu'on peut avoir une cassure de ce canal à partir des niveaux de 3800 à peu près. Donc à partir de ce moment-là, quand je commençais à parler d'un retournement de tendance, il y avait encore une forte marge pour profiter de cette hausse que nous avons vécue finalement, parce que maintenant c'est déjà un petit peu comme on dit en bourse aftermath, que là on peut constater que la hausse a eu lieu, mais c'est un peu trop tard d'y investir. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est un point très important pour les investisseurs à comprendre. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais bien en reparler un petit peu encore de ce point-là. Finalement, maintenant, on arrive à mon objectif. Je vous disais que mon premier objectif, c'est 4003. Là, on est à 4281. Donc, on peut presque dire que mon objectif est atteint. Et qu'est-ce qui aura lieu après? Maintenant, ça, c'est une bonne question. C'est la principale question pour tous les investisseurs. Ceux qui ont investi avec moi, on va dire, à fond à partir de 3008 sont très contents. Moi, je suis très content parce que mon portefeuille, maintenant, il est dans le vert, déjà dans le vert assez vif depuis le début de l'année. Je suis très content. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça, c'est la bonne question. Et c'est pas une question facile à répondre, pour être honnête. J'aimerais bien vous dire, comme je le disais autour de 3008, que j'ai un sentiment que ça va rebondir. Maintenant, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas, mes amis, parce que j'aime pas dire des conneries, j'aime pas inventer des choses. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. Et donc là, par contre, on arrive à un point où la moyenne mobile de 200 jours est quasiment atteinte. Il se trouve légèrement au-dessus de 4003, mais moi, quand je fais de l'analyse technique, j'aime bien prendre les points, on va dire, ronds, parce que par rapport au point rond et pas vraiment par rapport au point exactement, parce que c'est toujours, il y a quand même une certaine marge d'erreur dans l'analyse technique. Donc on va parler de niveau 4003, même si la moyenne mobile est légèrement au-dessus. Après, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, le marché il a intégré quand même pas mal de choses. Comme je viens de vous expliquer, il a déjà intégré l'inflation qui va diminuer. Il a déjà presque intégré une bonne surprise pour l'inflation de mois d'août, mais après, on ne le sait pas. Vous voyez comment on réfléchit le marché. Et ça, là, j'arrive à un point que j'aimerais bien vous répéter, que je parlais déjà il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, je pense qu'il y a à peu près un mois, c'est que pour réussir sur les marchés, il faut malheureusement faire des paris. Donc certains vont vous dire qu'il me faut des signaux, il me faut ça et ça. Peut-être qu'on parle d'analyse technique, c'est vrai, parce que l'analyse technique donne parfois les signaux. Vous savez que le projet Mind the Cash, il est basé sur 3 piliers. Macro, c'est ce que nous venons de faire. Et en gros, pour la macro, sont consacrées les vidéos de Café Dimanche que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Après, le deuxième pilier pour moi, c'est l'analyse fondamentale. Moi, j'investis dans les entreprises que moi je trouve fondamentalement intéressantes et pas que dans ce type d'entreprise. Et l'analyse technique pour optimiser les points d'entrée. Ça ne va pas dire que je n'investis que dans les valeurs qui sont fondamentalement intéressantes. J'investis également dans les valeurs où je vois une opportunité de trading. Notamment sur Telegram, j'ai fait un très gros profit, pour être honnête, je partage avec vous, sur une action Upstart. Je l'ai fait avec des options. C'est une position que moi je présentais dans mon club Option Invest. Vous pouvez le rejoindre en suivant le lien qui se trouve à la description de cette vidéo. Vous pourriez l'implémenter également avec les actions en direct, même si ça serait un petit peu plus risqué, même beaucoup plus risqué qu'avec les options. Donc là, actuellement, j'ai un profit de 100%. C'est alléchant, je sais, et c'est un profit que j'ai réalisé en 2 semaines. Donc vous allez me dire, oui, mais c'était un pari super risqué. Non, ce n'était pas un pari super risqué parce que quand vous achetez les options,
par définition, les paris ne sont pas risqués. Donc vous risquez uniquement la prime, c'est comme des assurances, que la prime que vous avez payée. Maintenant, actuellement, mon option qui est toujours dans mon portefeuille, elle coûte le double. Voilà, donc c'est un fait, vous pouvez suivre, exceptionnellement, j'ai publié cette position aussi sur la chaîne Telegram principale, mais j'ai donné tous les détails sur le Club Option Invest parce que les options quand même nécessitent une certaine formation, en fait, un certain accompagnement au début surtout, pour vous expliquer les grands principes. Et il y a déjà plus de 200 personnes dans mon club, donc vous pouvez le rejoindre si ça vous intéresse. Ça vaut le coup, franchement, je pratique, c'est payant, malheureusement, même si j'essaie de me faire le maximum gratuit, mais parce que j'aimerais bien avoir un suivi des personnes qui font partie de ce club, c'est pour ça qu'il y a une chaîne Telegram privée, et les options, on peut faire des erreurs qui peuvent coûter très cher, et pour ne pas faire des erreurs, il faut avoir des bases. Et moi, j'ai créé ce club justement pour les personnes qui implémentent une stratégie traditionnelle en bourse. Ce n'est pas des traders de volatilité qui font partie de ce club, mais surtout les personnes qui investissent de manière classique, en fait, mais qui peuvent protéger leur portefeuille de manière plus efficace et bénéficier des opportunités qui ne sont pas accessibles si vous utilisez uniquement les instruments en direct, comme les actions ou comme les ETF. Voilà, c'est ça l'idée. Donc c'est un petit peu de la pub de Club Option Invest, si ça vous intéresse. Le lien en dessous dans la description, ça ne coûte pas très cher, ça coûte 150 €, 149,99 et vous avez l'accès à vie. Donc c'est vraiment, je ne peux pas faire moins cher, mais en tout cas, voilà, donc déjà, si vous n'avez pas l'accès aux options, déjà pour avoir une idée, pour voir des exemples concrets comment ça fonctionne, avec des gains ou des pertes que moi je réalise sur ces différentes stratégies, je pense que ça vaut le coup. Voilà, et maintenant je retourne à mon sujet principal, c'est que je voulais vous dire que quand vous investissez en bourse, vous êtes obligé de parier. C'est toujours un petit peu de casino. Donc ceux qui vont vous dire que non, il faut avoir des signaux fondamentaux, vous savez, cette stratégie est risquée parce que quand vous allez avoir le signal fondamental, typiquement par exemple, là on vient de voir les statistiques de l'inflation, n'est-ce pas? Ça pourrait être un signal excellent. Donc vous allez vous dire, ah ça y est, maintenant je suis sûr, certain que l'inflation est en train de diminuer, maintenant je peux investir. Mais quand ces statistiques sont publiées, le marché il a déjà fait tout le mouvement. Donc ça vous laisse comme ça de la marge pour profiter des marchés. Donc en tout cas pour moi, je trouve ça trop tard, vous voyez. Donc maintenant, quand les marchés ils ont appris que l'inflation effectivement est en train de diminuer, on était déjà dans ces eaux-là, on était au niveau de 4150. D'ailleurs pour moi c'était un niveau intermédiaire et ça c'était juste parce que vous voyez que là en fait il y a eu des mouvements, il y a eu pas mal de mouvements. On voit les figures style doji et ces figures dans l'analyse technique elles représentent l'incertitude. Et je vous ai parlé aussi qu'à ce niveau-là on aura de l'incertitude. Et justement ce qui nous a permis de franchir ce seuil et se diriger vers 4003, vers la moyenne mobile de 100 jours, c'est justement cette nouvelle fondamentale qui a confirmé que l'inflation est en train de diminuer. Et en plus, c'était quand même une petite surprise parce que rien n'était sûr pour le mois de juillet. On a pas mal de certitudes pour le mois d'août, mais pour le juillet, c'était une grande question. Voilà, maintenant c'est confirmé, on est sûr et on peut avancer plus loin. Mais le problème, c'est que si vous attendez ce signal, vous allez rater tout le mouvement. Donc là, le marché, vous le saurez juste entre 4150 et 4300. Vous voyez, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais donc du coup, ça veut dire qu'il fallait investir, quand j'en ai commencé à en parler. Je suis désolé, je suis un peu frimeur aujourd'hui. Visiblement, c'est la chaleur qui me fait un peu frimer. Et c'est que là, il fallait prendre le risque et se dire que probablement, je pense que l'inflation, on est allé un peu loin, un peu trop rapide. Et donc, peut-être il y aura des bonnes nouvelles dans cette zone-là. Et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'en ai profité. Donc, si vous commencez à attendre les confirmations fondamentales, ça sera trop tard. Et donc, du coup, la bourse, mes amis, c'est toujours un petit peu du casino. On ne peut pas le dénier, c'est un fait. Si vous faites de l'analyse technique, si vous faites du day trading, là, effectivement, vous pouvez trouver des signaux, mais il y a d'autres enjeux. Je pense que la plupart de personnes qui font partie du club, qui font partie de la communauté Mind the Cash, il y a moins de traders que d'investisseurs classiques. Et donc, je ne pense pas que vous allez faire du day trading ou faire du trading, même swing trading à relativement court terme. Mais si vous le faites, effectivement, c'est un autre débat un tout petit peu parce que c'est le sujet de la chaîne Mind the Cash, mais ce n'est pas le sujet principal. Je fais, comme je vous ai dit, que je fais de l'analyse technique, mais ce n'est pas mon premier critère de sélection.
Voilà, donc du coup, la conclusion, c'est que sur les marchés, il faut anticiper, il faut prendre le risque pour avoir des profits. Parfois, on aura raison, comme cette fois-là. Parfois, on n'aura pas raison, et il y a eu déjà des cas avant. Pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, vous savez que deux fois, j'ai essayé de shorter les marchés, ça ne marchait pas. Vu que je le fais avec des options, en général, ça ne me coûte pas cher, parce que je perds la prime, c'est tout. Et si ça marche, dans ce cas-là, j'ai un potentiel de hausse illimité et c'est moi qui décide quand est-ce que je vais sortir. Maintenant, si je retourne sur la configuration des marchés, donc là on arrive à vraiment un point qui est important et il faut qu'il y ait des raisons fondamentales pour franchir ce niveau de 4003. Moi, je trouve que ce niveau sera puissant, honnêtement, parce que je pense que ça va être difficile de le franchir. Et pour le faire, il faudra qu'il y ait un peu plus que juste l'inflation. Un peu plus, ça peut être quoi? Ça peut être des promesses tangibles de la Fed qu'ils vont commencer à arrêter leur programme de quantitative tightening. Donc ça veut dire en gros la hausse des taux et la réduction de bilan. Et probablement commencer à mentionner que l'année prochaine ou deuxième partie de l'année prochaine, ils vont repartir sur l'assouplissement monétaire. C'est ça que le marché attend. Le marché il a déjà intégré la hausse de taux selon Bloomberg jusqu'à 3,3%. Je pense que jusqu'à 3,5% ça va aller tranquille. Le marché va l'avaler, mais tout ce qui est au-delà de 3,5, ça va être un peu compliqué. Et on a eu aussi le jeudi. Le jeudi, c'était une journée de baisse, non seulement parce que les chiffres de chômage étaient meilleurs que prévu, mais aussi parce que certains représentants de la Fed locale disaient que les chiffres de l'inflation ne changent rien dans la politique de la Fed. Mais vous savez, la Fed, il change d'avis souvent, c'est comme ça. Donc on l'a déjà vu beaucoup de fois, il y a des personnes qui disent une chose et après finalement Jérôme Powell il fait complètement différent parce qu'il y a un consensus. Ce que disent certains présidents de Fed local de, je sais pas, de Florida ou de je sais pas quoi, ça ne va pas nécessairement dire que ça va impacter normalement la politique future de la Réserve fédérale. Ou bien une deuxième raison pourquoi les marchés pourraient aller plus haut, c'est la baisse du pétrole encore plus importante, parce qu'on a déjà vu une baisse assez significative du pétrole. Là, je vais vous montrer, normalement je l'ai quelque part, voilà là, le pétrole. Donc depuis les plus hauts quand même, là c'était à 140 presque en plein conflit, plein début de conflit en Ukraine. On voit qu'on a baissé déjà de 33% quasiment. Donc le pétrole il a quand même pas mal baissé. Et donc s'il continue à baisser, là, donc, vous voyez, on est autour de la moyenne mobile de 100 jours également. Donc c'est un peu pareil comme pour S&P 500. Mais par contre, on n'a pas encore franchi cette ligne-là. Et donc pour la franchir, il faut aussi des événements tangibles pour s'assurer que le pétrole il y aura assez. En fait, l'approvisionnement de pétrole ne sera pas perturbé à nouveau. Et si ça sera le cas, dans ce cas-là, effectivement, nous pouvons voir le mouvement vers la zone de normalité, en quelque part, pour le pétrole, que moi je situe entre 50 et 60 dollars baril, même si j'ai du mal un petit peu à croire qu'on arrivera jusque-là pendant que le conflit en Ukraine continue. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le phénomène technique, le phénomène du trading, parce que le pétrole papier sur les futurs, sur les options, tout ça, il est bien plus important en volume que le pétrole physique qui existe dans le monde. Donc c'est vrai, on vit dans le monde de la finance, qui est la finance sans visage. Donc beaucoup de pétrole qui a été titrisé, beaucoup de produits dérivés sur le pétrole. Et donc là, suite à à la spéculation, pardon, on peut atteindre des niveaux un petit peu plus bas et ça peut donner de l'espoir que l'inflation sera encore meilleure que prévu. Donc du coup, le marché va repricer complètement les risques et surtout la tech. En fait, surtout la tech va être sensible à toutes les actualités de l'inflation. La tech, j'en ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos pourquoi la tech est sensible à l'inflation. C'est dû au phénomène quasi technique de valorisation. Parce que la tech, elle est valorisée souvent en utilisant une méthodologie de discounting des cash flows futurs. Et quand on parle de la tech qui n'a parfois presque pas encore de profit, on utilise des modèles qui sont basés sur un taux d'intérêt qu'on applique sur une période plus ou moins longue dans l'avenir. Par exemple, vous savez, prenons une entreprise type Teladoc qui est en train de s'introduire dans le marché, qui se prétend d'être une Amazon dans le monde de la médecine. Bon, je pense que c'est exagéré, c'est pas mon avis, je veux juste transmettre un peu
la vision des marchés. Mais par contre, ça va arriver peut-être dans 10 ans. Donc, vous voyez, et le marché commence à pricer ce business. Et quand il price quelque chose qui va se passer dans 10 ans, le dollar que vous allez recevoir dans 10 ans ne vaut pas la même chose que le dollar que vous allez recevoir demain. Par exemple, si vous investissez dans Total. Et donc, du coup, ce phénomène sur Teladoc de revalorisation de la valeur de temps, si vous voulez, de la valeur. En fait, les investisseurs qui sont prêts à attendre 10 ans, ils veulent être plus rémunérés. Et ça dépend de la moyenne, en fait, de la norme des taux qui est pratiquée actuellement dans l'économie. Soi-disant, ça dépend de taux directeur. Donc, et donc, du coup, cette entreprise est valorisée très fortement en fonction des taux qui sont pratiqués en ce moment. Donc plus le taux est élevé, donc ça veut dire plus il y a de primes de risque qu'exigent les investisseurs qui investissent dans Teladoc. Les investisseurs qui investissent dans Total Energy, ils s'en fichent parce qu'ils peuvent recevoir le dollar déjà demain, vous voyez, donc ça c'est l'avantage. Mais par contre, il n'a pas cette rêve en fait sur surcoût parce que Total Energy ne va pas devenir un nouveau Amazon, ça c'est clair. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux stratégies, ces deux profils d'entreprises différents. Je ne dis pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, mais donc c'est juste deux façons différentes d'investir. Voilà, donc ça, ce sont deux points que je vois qui pourraient nous permettre de franchir les 4003. Je ne suis sûr de rien, je vous dis ça comme ça parce que, donc, comme moi je vois la situation, donc, ça sera un challenge. Pour moi, ça sera un gros challenge pour franchir cette ligne-là. Et je me prépare probablement pour faire une stratégie short. Je ne pense pas que je vais la publier en dehors de Club Option Invest parce que tout ce qui est short, c'est toujours plus risqué. Et parce que moi, je veux le faire avec des options, donc du coup, je ne veux pas prendre énormément de risques. Si quelqu'un essaiera de me suivre avec des ETF, je ne veux pas après être responsable des pertes, on va dire comme ça, parce que avec des ETF, vous n'avez pas les pertes qui sont limitées à la prime, comme avec des options. Et en plus, les ETF inversés, c'est une grosse arnaque, mes amis. C'est vrai, c'est sûr que, pour moi, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, que moi, je n'utilise jamais des ETF inversés. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, je suis en train de réfléchir encore si je vais tenter un short ici, parce que pour moi, on a déjà pricé pas mal de choses. Et au moins, la correction technique vers peut-être 4000, hein, ça fait beaucoup, je sais, peut être envisageable. Parce que si on retombe maintenant sur les 4000, ça ne casse pas nécessairement la tendance haussière. Bon, 4000, j'ai pris peut-être un peu trop fort, mais vers 4100, 4150, c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est ce qui concerne les marchés. Donc là, je vais peut-être construire une stratégie assez complexe autour de ce niveau 4003. Peut-être je vais faire un spread avec des bear call spread. Vous pouvez regarder sur Google ce que c'est. Et ou sinon, vous pouvez rejoindre Option Invest pour regarder la vidéo consacrée au spread stratégique. Voilà. Maintenant, je passe à quoi? Maintenant, je passe à un autre sujet qui est plutôt pessimiste, où je vais vous parler pourquoi on pourrait ne pas franchir cette ligne-là de 4003. Et pour moi, je suis obligé de reparler à nouveau de la géopolitique. J'ai fait une vidéo sur Taïwan la semaine dernière, donc je fais à part un petit peu ces vidéos de la géopolitique parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, mais je suis obligé d'en parler parce que mon but c'est de ne pas faire de l'animation, de faire des vidéos de loisirs, mais de présenter l'information de manière complète. Aujourd'hui, vu le monde dans lequel nous vivons, vu le monde fou, je ne peux pas ignorer la géopolitique. Et donc, je vais vous montrer un article qui est diffusé. Bon, cette information est souvent diffusée dans les médias. Je pense qu'il y a un énorme risque quand même d'une escalade, bon, on pourrait se dire où on peut encore escalader dans ce conflit, en Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, qui a quasiment perdu la guerre, bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais pour moi, bon, déjà pour moi, il a déjà perdu depuis le début parce que c'était impossible de gagner cette guerre. Maintenant, déjà dans les faits, après les explosions en Crimée, où ils ont perdu 8 avions, vous imaginez, contre l'armée ukrainienne, ils ont perdu 8 avions dans un seul coup. C'est comme une langue de vache qui est passée sur une base militaire en Crimée occupée. Et donc, mais c'est pas ça le plus gros risque. Le plus gros risque que maintenant, Vladimir Poutine est passé à une stratégie du terrorisme. En fait, maintenant, on ne va
pas énormément de différence entre l'État islamique et ce qu'il fait en Ukraine. C'est plus dans les, on va dire, dans les moyens techniques que ça, c'est différent. Et actuellement, la Russie contrôle une station nucléaire la plus grande en Europe qui s'appelle la Zaporozhye. Je ne sais pas comment ça se prononce en français, en tout cas. Bref, vous savez que ceux qui ne me connaissent pas dès le début, vous avez peut-être déjà compris que je suis d'origine russe, déjà. Voilà, et c'est pour ça que je suis énormément, évidemment, ces événements-là. Et j'essaie de vous transmettre l'information parce que j'ai quand même beaucoup d'informations sur ce conflit et j'essaie de partager au maximum avec vous. Mais attention, parce qu'il faut toujours prendre avec des pensées ce que je dis, parce que moi je pensais que Poutine n'allait pas faire la guerre en Ukraine, parce que je partais d'une réflexion rationnelle. Et Poutine n'est pas rationnel, et ça fait peur encore plus, et ça fait davantage plus peur par rapport à cette histoire autour de la station nucléaire à Zaporozhye. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est contrôlé par l'armée russe, qui est de loin pas très professionnelle, puisqu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Déjà, il y a ce risque-là, donc la présence des personnes incompétentes, des personnes irresponsables sur une station nucléaire, c'est un risque. En fait, les employés de cette station ukrainienne qui travaillent maintenant sous les fusils, si vous voulez, donc déjà, ça crée une ambiance, j'imagine, d'une motivation extrême, entre guillemets. Et maintenant, il y a des différentes informations qui circulent, vu que c'est la Russie qui en possède, donc du coup, on n'en sait rien, parce qu'évidemment, tout ce qu'ils disent, ça peut être de la propagande. Et aujourd'hui, il y a des rumeurs comme quoi il est miné. Ça, c'est une des rumeurs. J'ai pas de confirmation. Mais par contre, ce qu'ils essaient de faire, donc d'installer des armes là-bas, commencer à tirer sur l'Ukraine pour qu'ensuite l'Ukraine ne puisse pas riposter. Parce que, évidemment, s'ils commencent à répondre à ces tirs de missiles, ils prennent un risque que les bombes tombent sur la station nucléaire, ce qui crée vraiment un risque extraordinaire, un désastre incroyable. Un désastre nucléaire incroyable. Mais pour Poutine, pourquoi j'en parle? Ça peut être une stratégie de sortir de ce conflit où il a perdu déjà, selon différentes estimations, plus de 50 000 soldats. 50 000 soldats. En fait, selon les informations britanniques, ils ont perdu... Non, c'est pas le britannique, c'est Daily Telegraph qui fait la référence sur les services de renseignement américains, qui ont d'ailleurs prédit quasi exact la date de début de conflit, donc on peut les croire un petit peu, que les pertes sont maintenant comparables à l'armée britannique. Donc vous voyez, c'est en 6 mois, ils ont perdu autant de soldats qu'il y a dans l'armée britannique. Donc c'est quand même impressionnant. C'est plus que 10 ans de la guerre d'Afghanistan que l'Union soviétique a déclenché aussi en 1979, si ma mémoire est bonne. Et donc pendant 10 ans, ils ont perdu moins de soldats que maintenant ils ont perdu après 6 mois de guerre en Ukraine. Après 6 mois d'opération spéciale en Ukraine, comme ils l'appellent ça. Donc c'est ça, je peux pas me permettre de dire drôle, parce que c'est de loin pas drôle cette histoire. Mais dans tous les cas, il y a un énorme risque nucléaire sur cette station, et c'est une actualité boursière. J'imagine qu'on ne voit pas forcément dans les journaux boursiers parler de ça, mais si jamais il y a un accident dessus, si jamais il y a une catastrophe, dans ce cas-là, ça va affecter la première région agricole, n'oubliez pas. Évidemment, les morts des civils, ça va en une première place, mais vu qu'on parle d'économie, donc après, c'est difficile de dire sur quelle place on met les événements aussi catastrophiques. Et donc ça va tout bouleverser. Donc s'il y a une catastrophe sur cette station, donc forcément les bourses vont réagir, parce que ça sera un énorme black swan. Déjà, une grosse partie de l'électricité, ça alimente plus de 20% de l'électricité en Ukraine, cette station. Donc déjà, elle sera coupée. Déjà, le marché de l'électricité en Europe de l'Est sera perturbé. Déjà, elle est perturbée depuis le début du conflit. Ça va accentuer les problématiques de approvisionnement de gaz pour cet hiver, parce que le gaz est beaucoup utilisé pour la génération d'électricité. Et donc, vous voyez, on va vivre dans un monde complètement différent si ça arrive. J'espère que ça n'arrive pas, mais vu qu'on parle de risques, je ne peux pas passer de côté de ce risque extrêmement important qui est aujourd'hui présent sur les marchés, et pas que sur le marché, dans le monde, qui va complètement bouleverser tous mes schémas. Là, vous savez, je suis beau de dessiner tous ces modèles, les moyennes mobiles, etc., etc. Mais si demain il y a une catastrophe nucléaire, forcément, aucun niveau ne va
tenir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, il ne faut pas oublier la réalité de la géopolitique et Poutine qui est en train de perdre la guerre. Aujourd'hui, il cherche une sortie, il cherche une porte d'échappatoire pour sortir de ce conflit, pour sauver la face et trouver un moyen de vendre à sa population une victoire. Quelle qu'elle sera cette victoire, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, parce qu'aujourd'hui, aucun des objectifs n'est atteint. Donc, je ne veux pas trop parler de la politique, parce que je vais peut-être faire une autre vidéo à part. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur la géopolitique. Ils ne font pas beaucoup de vues. Peut-être ça ne vous intéresse pas trop, peut-être, je ne sais pas, vous trouvez que c'est pas très pertinent, mais je ne peux pas ne pas en parler, c'est ça le problème, parce que ça affecte complètement les marchés financiers. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire. Et en général, ça m'arrangerait bien si vous mettez des commentaires, parce que ça améliore aussi le référencement de vidéos. Et je réponds à toutes les questions que vous me posez dans les commentaires. Donc déjà, ça, c'est, on va dire, le défi que je me prends. Donc n'hésitez pas de poser les questions dans les commentaires à cette vidéo. Voilà, et pour finir cette vidéo, je vais vite passer à notre tableau de bord pour ne pas finir sur cette histoire qui vraiment qui me... Je ne veux pas en parler de point de vue émotionnel parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je suis d'origine russe et c'est un peu compliqué. Là, je ne serai pas objectif, donc du coup, j'évite. Bon, les marchés sur notre tableau de bord ont beaucoup monté, donc ça c'est normal, donc c'est suite aux événements que je vous ai déjà expliqués. Ensuite, le 10 ans américain, vous voyez, le 10 ans, il est largement en dessous des 3%, maintenant il s'est bien installé en dessous de 3%, le ceux que moi je trouvais plus ou moins assez risqué, pas catastrophique, mais quand même assez risqué. Et le pétrole il continue la glissade, donc là on est sur des niveaux beaucoup plus abordables, même si ça reste super cher. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, avec la récession en vue, avoir le pétrole à presque 100 dollars le baril pour le Brent, ça reste cher. Ce qui est important, c'est le VIX. Le VIX, c'est un indice de la peur qui est construit avec des options. Je parle beaucoup d'options aujourd'hui. Ça, en fait, c'est une stratégie straddle qui est présentée dans mon club Option Invest. En gros, vous achetez ou put et call pour la même strike, pour la même échéance, en gros, et ça vous donne une exposition sur la volatilité. Donc, quelle que soit la direction de marché, si vous dépassez un certain niveau, vous gagnez de l'argent. Si vous ne dépassez pas, si le marché reste calme, c'est là où vous perdez les primes. En gros, c'est ça le principe. Je sais que ça peut être un petit peu du chinois pour ceux qui ne sont pas du tout initiés dans les options, mais dans le club, j'essaie d'expliquer ça de manière très simple et j'ai plutôt des bons retours pour le moment, donc c'est plutôt bien si ça vous intéresse. Donc le VIX il est descendu en dessous de 20, c'est très très bien. Ça veut dire que l'environnement de volatilité, de nervosité du marché, s'approche à des niveaux qu'on était pendant les programmes de QE, vous imaginez. Et aujourd'hui, les taux sont en train de monter. Donc du coup, les marchés sont vaccinés. S'il y a quelqu'un qui est bien vacciné, c'est les marchés. Ils n'ont peur de rien. La géopolitique, l'inflation, etc. Même la remontée de taux, mais finalement, on n'a pas peur. Maintenant, il n'y a plus d'injection monétaire. Bon, pour ceux qui disaient que dès que les injections s'arrêtent, tout va s'écrouler. Là, c'est arrêté, rien ne s'écroule. Et ces personnes-là, ils sont toujours hors marché, ils sont en perte. Vous voyez, c'est ça. Hein. En fait, vous savez, être short et faire peur tout le monde autour de soi, ça fait beaucoup de vues sur YouTube, ça fait beaucoup de likes, mais ça fait pas beaucoup de zéros sur le compte du trading. C'est ça le problème de certaines personnes que je ne veux pas citer les noms, vous le savez certainement. Ceux qui étaient sur la BFM pendant longtemps, après qui ont coulé le fond à Genève, maintenant ils font des interviews sur les chaînes complotistes. De qui je parle, mes amis? Ça, c'est une devinette de la journée. De qui je parle? Il y a une personne très remarquable qui est short depuis 2005, je crois, et qui, à chaque fois qu'on lit les baisses de marché, il apparaît sur les suggestions YouTube. Voilà, maintenant, donc du coup, le VIX, il s'est calmé largement, donc ça veut dire que le marché, il est tranquille biche maintenant, il est prêt à se lancer, mais ça peut changer. VIX, c'est pas un indicateur avancé, donc du coup, dès que les circonstances changent, dès que la situation se dégrade, il va vite monter, et ça ne va pas nécessairement dire que si on a 19 et quelques aujourd'hui, 19,5, que ça va rester comme ça, ou ça change quelque chose fondamentalement. Ça constate le fait que le marché, aujourd'hui, ils sont contents. Ils sont en vacances, peut-être il y a du soleil, etc. D'ailleurs, chez nous, il fait hyper méga chaud aujourd'hui. Franchement, c'est peut-être les journées les plus chaudes que j'ai eues dans les Alpes. D'ailleurs, il y a eu une vidéo, il n'y a pas longtemps, que j'ai fait sur les Alpes, une road trip. Et pour vous montrer ma nouvelle région, où maintenant j'habite. Et du coup, là, il fait humide, il fait chaud, il fait vraiment incroyable.
Genre, moi j'aime bien être dehors, mais c'est un peu dur en ce moment. Voilà. Et pour le reste, pas des grandes nouvelles. Bitcoin, il est en train de s'installer entre 20 000 et 25 000. Mais encore une fois, je n'ai pas forcément d'avis sur les cryptos. J'en ai un petit peu, mais pas grand-chose. Et l'or, pour moi, l'or, c'est vraiment un actif que... Pour le trading, c'est excellent, encore une fois, je vous dis. Mais fondamentalement, moi, je ne comprends pas ces mouvements. Et donc, du coup, je l'utilise comme un indicateur d'une certaine nervosité. Mais pour le moment, là, il tourne. J'ai l'impression que quelle que soit la situation, il baisse, soit elle est stable, j'en sais rien. Je sais pas comment on peut investir dans ce type d'actif. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous investissez dans l'or, si vous trouvez toujours que c'est un actif qui protège contre l'inflation. On l'a vu que c'est pas le cas. Donc c'était un des actifs qui a le plus baissé, sauf les cryptos peut-être, qui quand l'inflation elle a dérapé. Après, on peut parler aussi de l'inflation réelle ou de l'inflation, on va dire, constatée. L'inflation réelle, ça veut dire que quand on tient compte d'un taux directeur, donc, parce que là, elle est restée toujours négative, en fait, l'inflation entre le taux, des différences entre taux directeur et taux sans risque et l'inflation, elle est restée toujours dans le territoire négatif. C'est peut-être ça qui affecte l'or, mais pour moi, il n'y a pas beaucoup de, on va dire, pas beaucoup de facteurs qui affectent cet actif, et donc du coup, moi, je ne mets pas mes pieds. Parfois, j'investis, vous savez, dans Barrick Gold pour les dividendes, donc ça peut être sympa. Quand le prix de l'or baisse, j'investis dans cette valeur, mais c'est uniquement parce qu'elle verse les dividendes, mais pas parce que je m'intéresse spécialement à l'or. Voilà mes amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. J'ai essayé d'être un peu formateur. Je vous ai présenté un petit peu de la psychologie boursière, un petit peu de la géopolitique, un petit peu de l'analyse technique et fondamentale et macro. Donc vous voyez, c'était assez complet, assez long comme d'habitude. Certains aiment les vidéos longues, d'autres pas. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez les vidéos de 20 minutes ou quart d'heure, ou bien des vidéos plus longues, parce que j'ai du mal un petit peu, parce que certaines aiment passer beaucoup de temps ensemble, travailler sur les graphiques, etc. D'autres aiment un peu regarder vite fait. Ça dépend des personnes, j'ai l'impression. Voilà. Et n'oubliez pas un like, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux avec vos amis qui s'intéressent à la bourse, à la finance. N'oubliez pas un petit commentaire, déjà pour me remercier, ça va, ça m'améliore, ça m'aide de faire bouger la chaîne Mind de Cash. Et n'oubliez pas qu'il y a Telegram pour parler tous les jours, minddecash.fr, et Instagram où je parle de ma vie en Provence, si ça vous intéresse, c'est plus personnel. Ce week-end, je vais faire quelques posts sur les oliviers, sur l'huile d'olive, parce que la saison s'approche, la saison de la récolte des oliviers s'approche. Voilà, donc du coup, ça va être assez intéressant, j'espère. Donc, je vous attends sur mes réseaux sociaux pour passer notre semaine ensemble, pour être toujours en contact. Allez, très bon dimanche, retournez bien, retournez tranquille et safe des vacances. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne Mind de Cash. Bye bye!